Bonjour tout le monde, je m'appelle Wellington Besson, je suis vétérinaire et je travaille avec l'équipe de EUFMD ici à Rome, des FAO ici à Rome. Je suis coordonnateur de cette formation qu'on a commencé depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi d'interagir une fois de plus avec vous sur cette webinaire de clôture. Cette webinaire de clôture est très très important et stratégique pour nous parce que ça nous donne l'opportunité pour avoir une clôture officielle de cette formation et ça nous donne aussi la possibilité de mettre ensemble sur certains aspects de cours qui sont très très clés et ça nous permet d'échanger avec vous, d'avoir votre opinion de ce que vous avez eu à étudier et aussi pour chercher à savoir ce qu'on peut faire après cette cours. Et ça nous aussi donne la possibilité de connaître comment on doit compléter ces cours. Donc, pour commencer, je vais vous faire voir l'ordre du jour qu'on a pour aujourd'hui. On a 4 choses dans notre agenda. Le toute première est un discours de fin de cours qui va être présenté par Dr. Jean-Luc Angor. Dr. Jean-Luc Angor est chef du corps d'inspecteurs de santé publique vétérinaire à Paris, en France. Et il est également président de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Donc, on va suivre le discours officiel pour la clôture de cette formation. Merci. Et à tous. Je suis vraiment ravi de m'adresser à vous en tant que président de la commission EUFMD de la FAO. Vous savez, c'est une commission qui regroupe 38 pays d'Europe et qui est chargée de la maîtrise de la fièvre aphteuse, donc dans ces pays, mais à leur voisinage et également au niveau global. L'EUFMD aide les pays dans le processus PCP de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse au sens de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. EUFMD a développé de nombreux outils en matière de modélisation, de surveillance, mais aussi de diagnostic et de stratégie de vaccination. Et il était très important que vous puissiez suivre cette formation en ligne pour acquérir des compétences en matière de diagnostic et également d'envoi de prélèvements au laboratoire, car c'est vraiment la clé du dispositif pour pouvoir assurer une détection précoce et une réaction rapide, qui sont vraiment les maîtres mots dans la lutte contre les maladies transfrontalières et notamment la fièvre aphteuse. Vous êtes plus de 200 à avoir suivi ce webinaire en provenance de 16 pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale. Et dans vos pays, malheureusement, la fièvre aphteuse sévit de façon endémique. Donc il est très important que l'on puisse vous accompagner dans la lutte que vous effectuez tous les jours contre cette maladie qui reste un fléau majeur pour le bétail au niveau mondial, puisque plus de 100 pays dans le monde sont encore atteints de fièvre aphteuse. Et il faudrait qu'on arrive à éradiquer de la planète cette maladie, comme on a pu le faire par le passé récemment avec la peste bovine. J'espère que tout ce que vous avez appris et toutes les compétences que vous avez acquises pendant ce webinaire vous seront utiles sur le terrain, au jour le jour, pour maîtriser cette maladie et faire en sorte que ça devienne ensuite un mauvais souvenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers EUFMD pour avoir des compléments d'informations et disposer d'outils de formation. Et n'hésitez pas non plus à disséminer autour de vous toutes les informations et toutes les compétences que vous avez pu acquérir,
car ce sont tous les acteurs qui doivent être mobilisés, les services vétérinaires de l'État, les vétérinaires praticiens, les éleveurs et tous les acteurs autour de la santé animale dans vos pays. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Ok, merci Dr. Angol, Jean-Luc, pour cette exhortation. Euh, je, vais, je vais passer à la prochaine point sur l'agenda, qui est une brève présentation sur l'échantillonnage, traitement et la biosécurité. On a choisi ce thème parce que ce thème est très, très stratégique dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, surtout là où la plupart des pays sont à étape 0 à étape 1 de la Progressive Control Pathway. Donc, cet thème, je vais présenter ça moi-même et après ça, je vais vous demander quelques questions. On va échanger sur quelques aspects de cet thème. La diagnostic en laboratoire et terrain de la fièvre aphteuse. L'objectif qu'on a pour la diagnostic, laboratoire, c'est pour confirmer la suspicion clinique et caractériser les souches virales. Et ça nous permet aussi de déterminer la prévalence de l'infection et de montrer l'absence si le virus est présent ou pas présent. Donc, le laboratoire est très, très clé dans toutes les activités sur le contrôle des fièvres aphteuses. Et il y a les exigences qui sont liées à cet objectif. Le tout premier, c'est pour faire un échantillon de bonne qualité provenant des animaux corrects. Vous savez que si on ne fait pas un bon prélèvement, et si les prélèvements ne sont pas fiables, on ne peut pas avoir un bon diagnostic. On dit garbage in, garbage out. Donc, si on peut réussir de faire un bon échantillonnage, il est sûr qu'on peut avoir une analyse qui est importante. La deuxième chose, c'est pour faire correctement l'étiquette, pour étiqueter l'échantillonnage, emballer ces échantillonnages et transporter. La troisième, c'est pour avoir l'information épidémiologique complète, parce que quand nous sommes en train de faire la diagnostic, en même temps, on fait les vérifications épidémiologiques pour connaître là où le virus vient et là où c'est la probabilité de partir. Toutes ces choses, on a vu pendant ces modules, tous ces différents modules pour comment faire l'investigation épidémiologique. Donc, c'est très, très important que la diagnostic nous permette d'avoir des informations épidémiologiques complètes. Donc, aussi, la diagnostic laboratoire nécessite une bonne coordination entre les activités du terrain et laboratoire. Et la diagnostic laboratoire a la possibilité aussi de nous donner des possibilités d'évaluer la stratégie de contrôle. Ça veut dire cette stratégie de contrôle peut à travers les vaccins et d'autres activités non biologiques. Dès qu'on a de bonnes informations de la diagnostic, on peut faire une bonne sensibilisation et donner l'information qui peut orienter la future politique du contrôle des fièvres aphteuses. Pour faire la bonne diagnostic, pour mieux comprendre la fièvre aphteuse, la situation de fièvre aphteuse dans notre environnement, il y a trois clés composants. Et tous ces composants doivent travailler à une synergie totale. Parce que on ne peut pas exclure un. Tous sont très, très stratégiques et ça doit évoluer en synergie. La toute première, c'est pour faire un bon examen clinique. Et
La deuxième, c'est la diagnostic, la deuxième, c'est l'enquête épidémiologique. Et la troisième, la diagnostic laboratoire. Donc, tous ces traits composants nous donnent la possibilité de comprendre la situation des fièvres aphtheuses dans notre contexte. Donc, je passe, parfois, quand je connais, vous avez fait les différents cours, tu connais, quand on veut faire l'investigation, parfois on veut savoir les premiers cas, les toutes premières lésions et les plus anciennes lésions sur les troupeaux. Toutes ces choses qui nous donnent les orientations, comment faire les prélèvements. Donc, grosso modo, il y a deux manières de faire la diagnostic. Il y a la méthode de laboratoire qui peut être directe et indirecte. Il y a aussi la méthode du terrain, donc le rapid test, qui peut être, la plupart des fois, c'est direct. Donc, sur la méthode laboratoire, il y a la méthode directe qui consiste à isoler le virus. Par exemple, il y a aussi l'ELISA antigénique, il y a le PCR en transcription inverse à temps réel et le séquençage. Il y a aussi certains tests qui sont indirects, c'est-à-dire ces tests, c'est des tests qui ciblent les anticorps contre le virus. Et par exemple, le virus neutralization test. Pour les méthodes du terrain, il y a plusieurs méthodes, mais il y a deux qui sont très importantes. Pour nous ici, il y a l'Antigen Lateral Flow Device, LFD. Et il y a aussi ce qu'on appelle thermal assays. Donc, c'est mieux à retenir qu'on a deux méthodes. Il y a les méthodes qui sont basées au laboratoire et ça dépend de l'état d'équipement de ces laboratoires. Et aussi, il y a certains tests qui sont des tests rapides qu'on peut faire à côté de l'animal qui est après l'évaluation clinique. Donc, évaluation sur place des cas suspects. C'est très important de prélever l'échantillon en première auprès des animaux sains, puis des animaux infectés. Vous savez que ça ne suffit pas seulement pour diagnostiquer les animaux qui sont en bonne santé, qui ne sont pas en bonne santé, au contraire, pardonnez-moi, mais aussi, il faut faire le prélèvement aux animaux qui sont sains. Ça nous permettrait de maîtriser mieux ce qui se passe sur le troupeau, sur l'environnement. Donc, c'est très important de choisir les animaux qui sont apparemment en bonne santé pour faire l'échantillonnage de sang, coagulé ou non coagulé. Chez les animaux qui sont affectés, on doit faire l'examen clinique, collecter les données pour évaluation du risque, faire l'âge des lésions, collecte des échantillons. Les échantillons doivent être emballés dans un système de triple emballage et gardés entre 4 à 8 degrés, sauf indication contraire. Il y a, comme j'ai cité l'autre fois, pour les tests rapides, il y a les nouvelles procédures d'échantillonnage, telles que les tests FTA4 ou LFD. Donc, après cette évaluation, il est important aussi de conseiller les éleveurs sur le soin approprié à apporter aux animaux atteints de la fièvre aphteuse. Parce que s'ils ont les bonnes informations, ils peuvent réduire de perte. Donc, il y a généralement certains principes pour la diagnostic des fièvres aphtheuses. Et si on considère qu'on peut avoir les animaux non infectés, on peut avoir les animaux infectés et les animaux qui sont récupérés de l'infection. Donc, on peut avoir ces trois scénarios. Les trois scénarios, ça dépend de ce qu'on est en train de chercher, mais généralement, pour les animaux qui sont non infectés, il y a les tests, parfois quand on fait pour analyser
l'efficacité des vaccins. Donc, on peut travailler avec les animaux qui sont non infectés aussi pour voir certains taux d'anticorps, si c'est présent ou non. Mais si on a les animaux qui sont infectés, il y a des fois qu'on a des possibilités de faire l'échantillon des légions, des couvillons, des probants ou de sang coagulé. C'est ce cas pour les animaux infectés. Quand on a fait l'échantillonnage des lésions, on peut en même temps faire trois choses. On peut essayer d'isoler le virus vivant pour caractériser. En même temps, on peut aussi chercher les protéines virales par les méthodes rapides comme le LFD et ELISA sandwich. Et on peut également chercher les acides nucléiques viraux par RT-PCR pour cette situation. Donc, on a trois possibilités de faire le diagnostic chez les animaux qui sont infectés. Pour les animaux qui sont déjà récupérés de la maladie, il y a la possibilité après pour faire des couvillons de sang coagulé. Ou il y a aussi la possibilité de faire des probants chez ces animaux. Si on prend le sang coagulé ou de la salive, on peut chercher les anticorps antiviraux qui peuvent être détectés. Et les anticorps contre les anticorps anti-fièvre afteuse peuvent être détectés dans le sérum par ELISA ou Virus Neutralization Test. Si on décide de faire le probant, donc le probant nous rejoint pour faire l'isolation des virus. Donc, toutes ces différentes méthodes pour isoler le virus peut nous prendre, c'est une activité qui peut prendre 1 à 4 jours pour isoler le virus. Ça dépend aussi de la technique. Il y a pour les protéines virales, pour détecter les protéines virales à travers des LFD et ELISA, ça prend 10 à 30 minutes, parfois pour le LFD et parfois 4 heures pour le ELISA. Pour détecter l'acide nucléique viral, ça peut prendre environ 4 heures de temps. Ça, c'est des travaux qui sont basés au laboratoire. Et pour détecter l'anticorps contre la fièvre apteuse, le virus de fièvre apteuse, ça peut prendre 5 à 18 heures. Ça, c'est un travail d'ELISA. Donc, si on décide de répartition ces tests en les tests qui cherchent les virus et les tests qui ciblent les anticorps, on peut avoir pour l'isolation dans une manière sommaire, on peut pour l'isolation de virus infectieux, le PCR cherche le génome viral et là, ELISA cherche les anticorps, les antigènes viraux et le PEMSIDE test, rapid test, cible les génomes et les antigènes. Pour les tests sérologiques, l'ELISA cherche les anticorps contre les protéines de la capside, protéines structurelles, et le DIVA test, anticorps contre les protéines non structurelles. Il y a le test de mutilation des anticorps. Donc, grosso modo, on peut classer ça en des groupes, les tests virologiques et les tests sérologiques. Donc, pour avoir un petit échange avec vous, je vous pose quelques questions pour avoir votre réponse. Donc, la toute première question, avez-vous déjà utilisé antigène LFD pour la diagnostic sur le terrain? Oui ou non? Ok, je vois que la plupart des participants n'ont
pas eu l'opportunité d'utiliser ça. Mais le UFMD est en train de promouvoir l'utilisation de cette kit dans certains pays. Récemment, il y a certains pays qui ont bénéficié de cette kit. Et je sais que dans le futur, les médias, il y aura la possibilité que les vétérinaires au terrain peuvent avoir accès à ce type de kit pour faire le test. Je prends la deuxième question. Avez-vous déjà utilisé des papiers filtrés 4 FTA pour la soumission d'échantillons de fièvre aphteuse? Oui, je vois la plupart des participants. Donc, la plupart des participants n'ont jamais eu cette opportunité. Ça montre notre niveau de diagnostic au terrain. Ce n'est pas votre faute, mais nous, on pense qu'avec toute cette formation qu'on est en train de faire, les gens vont avoir l'intérêt d'essayer de chercher le matériel requis pour faire les petits diagnostics au niveau de ferme, au niveau de laboratoire. Donc, je continue avec la présentation. Donc, on regarde maintenant les maladies même. Chez les bovins, vous savez déjà que dès qu'un animal est atteint de la fièvre aphteuse, l'animal a une fièvre, parfois il y a la dépression, il y a la baisse laitière, il y a la boiterie et décubitus. Et dans le contexte africain, selon nos expériences, la boiterie, la décubitus, c'est les choses qui entraînent des non-pets. Parce que comme les animaux ont la tendance, les modes d'élevage ont la tendance de faire balader les animaux pour chercher le pâturage. Si l'animal ne peut pas marcher pour aller chercher le pâturage, tous ces animaux sont réformés. Donc, c'est un pet énorme. Il y a aussi la salivation excessive. Il y a les lésions vésiculaires, principalement sur la langue, la bouche, les lèvres et les pieds. Parfois des lésions sur mesure, le lion, peau et les rumeurs. Ça, c'est juste pour vous faire une synthèse de toutes ces choses. Chez le bovin, il y a la perte de conditions, parfois l'avortement. Il y a des morts subites chez les jeunes, liées à la myocardite. Il y a les malades chroniques, la bactérie interrelance et à la chaleur. Il y a aussi la sévérité qui dépend du hôte du virus, la dose d'infection et le niveau d'immunité de l'animal. Chez les petits ruminants, le chèvre et le mouton, les signes cliniques tendent à être généralement légers. On dit qu'ils sont l'expulsion silencieuse et propagation. La maladie généralement ne peut pas être détectée, mais ce qu'on peut voir rapidement, c'est la bactérie. Et parfois, on voit les mortalités des agneaux. Il y a l'infection transplantale des fœtus. Et c'est ça qui cause l'avortement. Donc, la diagnostic différentielle, on peut faire la différence entre la fièvre aphteuse et d'autres maladies comme le traumatisme et l'irritant. Il y a aussi des cas là où les animaux prennent les plantes toxiques. Ça peut créer la salivation, mais dans ce cas, il faut faire attention. Peut-être que tu vas avoir un ou deux animaux. Ce n'est pas beaucoup des animaux qui vont avoir cette salivation. Il y a la pourriture des pierres embouillantées chez les ovines et les petits ruminants. Il y a aussi différentes maladies virales comme la stomatite vésiculeuse, la stomatite papuleuse bovine, la fièvre catarrhale, rhinotrachite infectieuse bovine et exanthème vésiculeux du porc. Donc, on a eu l'opportunité de voir la datation des légions de fièvre aphteuse. Et cette technique est très très clé sur la diagnostic de la fièvre aphteuse et c'est très important.
Donc, la datation des lésions est très, très importante pour faire un bon diagnostic. Et c'est très, très nécessaire pour faire l'échantillonnage correct pour la diagnostic et pour estimer depuis combien de temps la maladie est présente et pour faire le traçage de la source et risque de propagation. Donc, je vous montre d'une manière sommaire comment dater les lésions. Donc, dès la première jour, dès qu'on voit faire l'inspection sur le langue de l'animal, sur le museau de l'animal, on peut voir l'ablanchissement d'épithélium suivi par la formation des vésicules remplies de liquide pour la première jour. La deuxième jour, donc, il y a les vésicules récemment, on va voir les vésicules récemment rompues caractérisées par un épithélium vif, un épithélium à vif. La lésion a un bord net et il n'y a aucun dépôt de fibrine. Vers le troisième jour, on peut voir les lésions commencent à perdre leur démarcation nette et leur couleur rouge vive. Un dépôt de fibrine commence à se former. Vers le quatrième jour, on peut voir un dépôt de fibrine considérable et il y a un peu de régénération de l'épithélium et sur la périphérie des lésions. Vers le septième jour, on peut voir une grande formation des tissus cicatriciels et la guérison se produit. Certains dépôts de fibrine sont généralement toujours présents vers le septième jour. Donc, dans un plan schématique, dès qu'on voit pour la première jour, tu vas voir le blanchissement d'épithélium suivi par la formation de vésicules remplies de liquide. Pour les techniciens qui vont avoir le temps pour passer au terrain pour faire la diagnostic, cette liquide qui n'est pas rompue est très très important. Avec ça, tu peux faire aspirer ça et faire un test net directement sur le LFT et d'autres tests rapides. Donc, les vésicules remplies qui ne sont pas rompues est très très important. Parce qu'avec ça, tu peux, comme c'est très très riche, la recherche a montré que c'est très très riche avec le virus. Donc, dès que tu peux aspirer ça, ça vous donne un échantillon direct que tu peux faire le test rapide. Donc, si vous voyez bien, c'est comme ça que tu vas voir. Donc, le premier jour, blanchissement d'épithélium suivi par la formation de vésicules remplies de liquide. Donc, vers le deuxième jour, on voit que le vésicule est rompu et on peut voir les bords qui sont nets. Donc, comme ça, c'est très très facile. Et cet tissu, cet épithélium, comme ça, est très très important, c'est très riche en protéines. Ça contient beaucoup de virus, des fièvres aphteuses. Donc, ça constitue un échantillonnage très très important qu'on peut essayer d'écraser ça pour isoler le virus au FEM pour faire un test sur la FEM, un test rapide à côté de l'animal, ce qu'on appelle Penside test. Donc, il faut retenir que les liquides vésicules est très important, aussi les épithéliums qui sont entre 1, 2 à 3 jours. Donc, la deuxième jour, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez eu l'opportunité. Vers le troisième jour, les lésions commencent à perdre la démarcation nette et les couleurs rouges vives. Et comme je disais, tu peux voir un dépôt de fibrine qui commence à être formé. Ici. Vers le quatrième jour, c'est comme ça, tu vas voir le bord net. Tu ne peux pas voir le bord net des épithéliums. Et tu vois, la couleur change et il y a un peu de fibrines qui sont commencées à déposer. Donc, à partir de ce moment, le quatrième jour, ce n'est pas conseillé de prendre les sanctions pour le test rapide, pour utiliser sur les LFD, chez les FT, A4 et des choses comme ça. Donc, à partir de
premier et le troisième jour, on peut faire rapidement les tests rapides à la fin. Mais sachez-vous que quand on dit le premier 3-4 jours, chaque animal peut avoir son premier jour, son troisième jour, son quatrième jour. Donc, dans un même troupeau, tu peux avoir les animaux qui sont en différents états d'infection. Donc, tu peux avoir un animal sur le même troupeau qui est en premier, qui a les lésions des premiers jours, et un autre animal qui peut avoir les lésions des troisième, quatrième jour. Tu peux avoir un animal de 7 jours qui a les lésions de 7 jours. Donc, tu peux avoir. Donc, si on vous dit qu'il y a un foyer de fièvre aphteuse quelque part, tu ne peux pas dire que, OK, ça fait déjà une semaine, je ne peux pas arriver là-bas parce que moi, j'ai seulement les matériels pour le test rapide, quoi. Donc, tu peux toujours aller là-bas parce que les animaux peuvent être en différents stades d'évolution des maladies. Donc, tu peux avoir sur le même troupeau les animaux en différents états de parcours de cette maladie. Et sur le même animal, tu peux avoir les lésions de différents stades. C'est très important de souligner ça. Donc, vers la quatrième jour, c'est comme ça, il y a le niveau de fibrine est un peu plus élevé. La septième jour, il y a déjà la cicatrisation. Et après 10 jours, il y a la cicatrisation est très, très remarquable. Donc, c'est comme ça que ça se présente après le deuxième jour. Donc, pour dater les lésions dans les bovins et ovins, très important, les lésions de langue et bouche sont les meilleures. Entre plus ou moins un jour jusqu'à 5 jours et plus ou moins 3 jours ensuite. Donc, il faut, sachez-vous que dès que tu veux prendre des lésions de 1 à 3 jours, ces lésions sont plus appropriées pour utiliser chez le test rapide. Lésions des dates différentes possibles dans le même animal. Il y a aussi les lésions des pieds dans les ruminants sont moins exactes à cause de l'infection secondaire. Dans les porcs, on peut dater utilisant les arêtes sur les griffes qui descendent lentement sur les griffes qui poussent. Les lésions pieds de mouton. Les lésions de pieds ne sont pas aussi communes que chez les bovins. Peut-être trop petites et difficiles à distinguer. C'est plus commun sur le bande coronaire, plutôt dans l'espace interdigité. Donc, c'est important de mettre tu dois mettre le poil de côté pour avoir la possibilité de voir les lésions. Les lésions de pied ne sont pas aussi fiables que les lésions buccales pour dater les lésions à cause des infections secondaires. Donc, le traitement clinique de la fièvre aphteuse. Donc, c'est très important pour rétablir rapidement l'appétit normal de l'animal atteint et à réduire la perte de poids par le traitement des lésions au niveau de la bouche et des griffes. Et c'est important aussi à prévenir le développement des complications telles que la mamite, le dysfonctionnement des tryons et la bactérie. Comment traiter la pyrexie, l'inappétence et la déshydratation. Les animaux au stade aigu de fièvre aphteuse hésitent à manger et à boire en raison d'une forte fièvre et d'une bouche douloureuse. Donc, c'est important de donner les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour réduire les fièvres et la douleur. C'est important aussi de donner un traitement oral ou intraveineux si possible. C'est important d'encourager à manger avec les aliments mous et appétissants. Éviter d'appliquer des substances corrosives et régoceuses sur la bouche. Donc, comment nourrir les animaux atteints de la fièvre aphteuse? Encourager l'animal à manger, offrir les aliments doux, comme je viens de citer, et éviter les déshydratations. Garantir un accès libre à l'eau si nécessaire.
administrer les liquides en trempant par un sonde gastrique ou même par voie intraveineuse. Donc, comment traiter les lésions des pieds et la mamite? Les pieds et la mamelle doivent être maintenus propres et secs et des mesures doivent être prises pour éloigner des mouches des plaies. Garder l'animal dans un enclos propre et avec un sol solide. Nettoyer les pieds s'il devient sale. L'application topique d'un antiseptique ou d'un insectifuge peut être utile. Utiliser un antibiotique approprié en cas d'infection secondaire. Éviter l'utilisation prophylactique d'antibiotiques. Ça, c'est très important. Éviter la mamite en conseillant une bonne hygiène de traite et un traitement précoce en cas de mamite. Donc, les antibiotiques et la fièvre aphteuse, ça, c'est un truc qui est très, très important dans notre contexte. La fièvre aphteuse est une maladie virale. Les antibiotiques ne sont pas efficaces. C'est utile pour traiter les infections secondaires. L'utilisation inappropriée et excessive d'antibiotiques peut conduire à la résistance aux antimicrobiens et est un fardeau économique pour les éleveurs. Donc, c'est mieux de prévenir les cas de fièvre aphteuse et ça réduira l'utilisation des antimicrobiens. Donc, l'utilisation d'antimicrobiens. Je prends juste une simulation ici. Si nous basons nos estimations sur 25 millions de cas de fièvre aphteuse par an, et si 10% d'entre eux sont traités avec les antimicrobiens, par exemple le tétracycline, donc 25 millions de cas fois 12 grammes d'oxyde d'acétyline, ça nous donne 300 tonnes d'oxyde d'acétyline. Cette 300 tonnes d'oxyde d'acétyline est supérieure à l'utilisation totale des antimicrobiens par 15 pays de l'Union européenne. Ça, il y a une grande incertitude quant au nombre de cas et l'utilisation des antimicrobiens. Chiffres simplement à titre illustratif. Nous, on présente ces cas pour vous cautionner sur l'utilisation des antimicrobiens. Parce que les antimicrobiens sont très, très précieux. Et dès qu'il y a la résistance, c'est un grand problème. Et la résistance aux antimicrobiens, c'est un fléau qui est en train de grandir et nous sommes interpellés d'essayer de réduire ça. Donc, je passe à la biosécurité qui est très, très importante. La fièvre aphteuse est très contagieuse. La menace de propagation par les gens allant de ferme en ferme est réelle. Les vétérinaires, les techniciens, les gens qui font l'insémination artificielle, les gens qui font les vaccinations, les paravétérinaires, les éleveurs, tout le monde les commerçants, tout le monde qui sont dans le chaîne qui sont impliqués dans la chaîne de valeur d'élevage. C'est essentiel pour prêcher par un bon exemple. On a vu sur les différents modules, si les vétérinaires ne respectent pas correctement la biosécurité, il est très difficile de convaincre les autres. Donc la biosécurité consiste à 3 principes. Le tout premier principe, c'est la ségrégation pour éviter la contamination, le nettoyage, la deuxième, pour enlever les contaminations, et le troisième, la désinfection, pour tuer tout virus qui reste après la ségrégation et le nettoyage. J'espère que vous avez eu l'opportunité de parcourir tous ces principes dans le cours. Donc, je vous demande quelques questions ici à ce point. Donc, laquelle pensez-vous le plus efficace entre la ségrégation, le nettoyage et la désinfection? Donc, nous sommes d'accord, 100% des participants pensent que la ségrégation est le plus important. Je passe à la deuxième question. Laquelle sont les plus utilisées dans votre contexte? La ségrégation, le nettoyage et la désinfection. Donc la plupart des gens utilisent la désinfection, le nettoyage 13%, ségrégation 6%, 6%, 13%, 80% utilisent
la désinfection, c'est ça qui est la plupart des gens utilisent dans leur contexte. Donc on passe, on regarde les trucs suivants. Donc la ségrégation est l'étape le plus importante et le plus efficace. Il faut retenir ça. Il s'agit de la forme de biosécurité la plus solide et doit faire l'objet de tous les efforts possibles. Quand on parle de la ségrégation, on parle des packs, les clôtures, le pack de clôture. Le fait qu'un éleveur peut faire un pack, un clôture, et ces animaux ne peuvent pas avoir contact avec le reste des animaux, c'est une activité de la biosécurité. Ça, c'est la ségrégation. Et c'est des choses qui sont moins coûteuses. Le nettoyage. Le nettoyage est l'étape suivante de la plus efficace. Si toute la saleté est enlevée et il ne reste que peu de choses à faire pour que le virus soit transporté par le virus. Donc, la troisième, c'est la désinfection. La désinfection est importante, mais constitue l'étape la moins fiable de la biosécurité. Son efficacité répond de nombreux facteurs, notamment de la qualité du processus de nettoyage. Donc, on peut constater rapidement ici que dans notre contexte, la ségrégation est le plus important. Le contrôle des animaux, le contrôle des mouvements, le contrôle des visiteurs, les quarantaines, toutes ces choses sont le plus important sur le contrôle de la fièvre. Le plus important geste pour pour implémenter la biosécurité dans notre contexte. Donc, c'est important pour vous de faire la sensibilisation de la fièvre aphteuse en général, ainsi que des lieux et de l'heures spécifiques des foyers, aussi sur la biosécurité. Pour tous, pas seulement les vétérinaires, par exemple, les techniciens d'élevage et l'agriculteur. C'est important de limiter les visites à la ferme, surtout après la ferme infectée, connue ou suspectée. L'utilisation des épis et des vêtements de rechange d'une ferme à l'autre, au moins les bottes et les palettes d'eau. Les pulvérisateurs à haute pression, c'est très très important quand on va faire les nettoyages. Donc, le message à retenir, une séparation stricte entre les zones sales et propres est essentielle. La désinfection ne suffit pas, doit être propre en première. Nettoyer soigneusement les bottes et les mains. Les ongles est essentiel. Prenez votre temps, ça vaut le coup. Utilisez si possible des épis, couvre-chaussures, les gants, les vêtements jetables, etc. N'importe que ce dont vous avez besoin à la fin. Menez par exemple, d'autres vont suivre. Donc, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Je vois ici un gars au souhait qui demande en zone rurale, en quoi consiste le nettoyage, surtout dans notre contexte ou en situation de l'épidémie. Donc, vous savez que l'élevage en Afrique est en train d'évoluer. Il y a plusieurs types d'élevage. Il y a un bon nombre de gens qui sont en train de faire l'engraissement des animaux. Il y a les laiteries qui sont en train d'être installées, les animaux laitiers, les fermes laitières qui sont en train de... Tous ces élevages, ce n'est pas les animaux transhumants, ce n'est pas les animaux qui baladent partout. Donc, votre travail consiste à essayer de conseiller les éleveurs, les agriculteurs, de limiter leur espace. Si leurs espaces sont limités avec les parcs et clôtures, c'est facile de faire le nettoyage. Dans un parc, là où, là où les animaux sont stabulés, c'est très facile de faire la stabulation. C'est très important de ne pas regarder, parce que je sais qu'en Afrique, généralement, les animaux sont en transhumance. Mais le travail de beaucoup de ministères
en Afrique maintenant, c'est pour essayer de changer l'appareil de production. Et vous tous sont interpellés de suivre cette travail. Donc, je peux prendre une dernière question. Quels sont les antibiotiques les mieux indiqués dans le traitement de la fièvre afteuse? Je ne peux pas vous donner une antibiotique parce qu'on est en train de traiter le signe clinique. Et le signe clinique, ça dépend du jugement du vétérinaire. Donc, il faut parler avec votre vétérinaire le plus proche si vous êtes technicien vétérinaire. Le vétérinaire doit connaître quel antibiotique est approprié dans le contexte. Donc, on va passer à la deuxième présentation et je vous présente euh, Dr Étienne Chevan. Il est vétérinaire épidémiologiste de la Commission européenne de lutte contre la fièvre afteuse. Il vous fait une présentation qui suit. Merci. Merci beaucoup Wellington et bonjour à tous. Merci de votre participation au webinaire. Il y a actuellement 27 participants. Je vais vous présenter le plan d'évaluation des risques visant à lutter contre la fièvre afteuse. C'est une présentation qui devait initialement durer une petite vingtaine de minutes. Je vais essayer d'être un peu plus court et pour nous garder du temps à la fin du webinaire pour que vous puissiez nous poser des questions. Je voulais juste préciser que hier était la journée internationale de la francophonie, donc c'est bienvenu et je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire en français. Euh, Juste en rappel sur le parcours progressif de lutte, ce qu'on appelle le PCP, contre la fièvre afteuse, c'est une approche qui a été élaborée par l'IUFMD depuis 2008 et qui a été reprise par la FAO, par l'OIE en collaboration avec l'IUFMD depuis 2011. Cette approche, le parcours progressif de lutte, le PCP, est le pilier principal de la stratégie mondiale de lutte contre la fièvre afteuse. Et c'est aussi une approche qui est, et ça c'est très important, applicable à d'autres maladies animales transfrontalières autres que la fièvre afteuse, comme la peste des petits ruminants par exemple. Le PCP, vous l'avez vu au cours du dernier module de cours, est donc un parcours progressif qui se scinde en 6 étapes successives, d'un pays à l'étape, attendez, je vais mettre le traceur, d'un pays qui se situerait à l'étape 0 où aucune information sur la fièvre afteuse n'est connue, au statut ultime qui est la reconnaissance officielle de la part de l'OIE du statut indemne du pays face à la fièvre afteuse sans emploi de vaccination. Donc pour reprendre les grands principes de tout ce parcours, c'est donc un parcours pour les pays endémiques de fièvre afteuse qui procède par étapes. Il n'est ni obligatoire ni prescriptif, donc chaque pays fixe son agenda d'activité. Cette approche cible les risques élevés et donc optimise l'emploi de ressources limitées, qui est souvent le cas dans les pays endémiques de fièvre afteuse, et c'est une approche bien entendu fondée sur des données scientifiques probantes. Alors une première question, c'est dans le cadre de votre exercice vétérinaire, nous avons 27 participants, avez-vous déjà réalisé une analyse de risque? Une analyse de risque, est-ce que ce terme vous parle? Donc soit réponse A, non jamais, soit réponse B, oui. Et alors, pour quelle maladie animale avez-vous déjà réalisé une analyse de risque, le cas échéant? Bien, les réponses arrivent. Pour, pour l'instant, 7 participants déclarent avoir déjà réalisé une analyse de risque, 8 maintenant. Donc c'est un très bon résultat. Nous avons la fièvre afteuse, l'influenza aviaire, la rage, c'est excellent. C'est excellent. Très bien. Donc la grippe aviaire également, effectivement, c'est un outil qui est très utilisé pour la grippe aviaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse de risque, on l'utilise tous les jours, hein. Dès qu'il s'agit de prendre une décision, on pondère le risque, on essaye de comprendre quelles peuvent être les conséquences de nos décisions. Et la grippe aviaire, la peste porcine africaine. Très bien. Bien. Alors, je vous parlais d'analyse de risque parce qu'aujourd'hui, on va traiter du plan d'évaluation des risques. Le plan d'évaluation des risques est un plan des actions à mener pour un pays qui veut passer de l'étape 0
à l'étape 1 du PCP. C'est un nouveau concept qui a été lancé en 2016 pour un peu plus accompagner les pays dans l'initiation d'une stratégie de lutte contre la fièvre afteuse. Car l'expérience nous a montré que sans accompagnement, les pays montrent beaucoup d'intérêt à évoluer le long du parcours progressif de lutte contre la fièvre afteuse, mais en général sont un tout petit peu perdus lors de cette phase d'initiation entre l'étape 0 et 1. Donc, nous avons développé un plan d'évaluation des risques. Juste la carte en dessous, qui a été développée par le laboratoire de référence mondial pour la fièvre afteuse, pour vous montrer que malgré la bonne volonté de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, il reste encore beaucoup de pays pour lesquels la fièvre afteuse n'a pas été rapportée courant les 10 dernières années ou n'a tout simplement jamais été rapportée, alors que nous sommes dans une zone d'endémicité de la fièvre afteuse. Donc, beaucoup de choses restent à faire et ce plan d'évaluation des risques est là pour accompagner les pays. Deuxième question, connaissez-vous le statut officiel de votre pays dans le cadre du PCP, c'est-à-dire connaissez-vous l'étape dans laquelle votre pays se situe dans le PCP? Oui ou non? Alors, pour l'instant, nous avons que des non, nous avons des oui, ce qui est très très bien également. C'est vrai que c'est le PCP, le parcours progressif de lutte contre la fièvre afteuse, est un sujet qui concerne en plus haut point les services vétérinaires. Et si nous avons des vétérinaires praticiens parmi nous, ça ne m'étonne pas que certains ne connaissent pas le statut officiel de votre pays. Très bien. Donc vous allez voir sur la diapositive qui suit. Merci pour avoir répondu au sondage. Vous allez pouvoir vérifier l'étape de votre pays sur la carte qui vous est mise en bas de la diapositive. C'est une carte qui a été mise à jour en janvier dernier, donc c'est vraiment les statuts euh, les plus récents. Donc, en pratique, sur ce plan d'évaluation des risques, c'est un document que je vais vous présenter sur les diapositives suivantes. C'est un modèle de tableau à 6 colonnes qui va être rédigé par les services vétérinaires nationaux de chaque pays. Pour les pays endémiques de fièvre afteuse, actuellement à l'étape 0 ou au stage provisionnel numéro 1, c'est-à-dire globalement où le risque de fièvre afteuse n'est pas contrôlé ou sans information fiable. Et ce document vient appuyer la candidature d'un pays pour le passage de l'étape 0 à l'étape 1 du PCP. Il va intégrer des évaluations épidémiologiques et économiques et il va également assister le développement et la prise de décision en matière de politique de santé animale. Juste une note pour tous nos participants d'Afrique de l'Ouest et centrale. Notez quand même que sur cette carte, il y a énormément, à savoir la quasi-totalité des pays, sont à l'étape 0, à l'étape provisionnelle 1 et certains à l'étape 1. Donc, le plan d'évaluation des risques, d'une perspective générale, est un plan pour mieux comprendre la survenue de la fièvre afteuse dans votre pays, mieux comprendre les routes de transmission, les risques et les conséquences liées à la survenue de la fièvre afteuse dans votre pays. Un point extrêmement important, il doit souligner les activités à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est un plan de bataille, c'est un agenda d'activités que l'on va vous demander, ou du moins que l'on demande aux services vétérinaires, pour qu'une étude détaillée de l'épidémiologie de la fièvre afteuse soit planifiée. Donc on est vraiment dans la planification des activités. Il va poser les fondations du plan stratégique axé sur les risques. Ça, au cours du module sur le PCP, vous avez pu aborder ce Risk-Based Strategic Plan, qui est, lui, l'indicateur de résultat nécessaire pour passer de l'étape 1 à l'étape 2. De la perspective du PCP, le plan d'évaluation du risque est un indicateur de résultat pour l'éligibilité d'un pays à l'étape 1. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, maintenant, de manière un tout petit peu plus pratique, on va sortir de la présentation purement conceptuelle pour vous présenter en détail qu'est-ce qu'un plan d'évaluation du risque. Le plan d'évaluation du risque se divise en 8 étapes,
6 étapes en bleu et 2 étapes en rouge. On va aller point par point le long de ce cheminement pour vous présenter un peu ce qu'il y a dans le corps du plan d'évaluation des risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle que l'on vous présente là dans cette diapositive est adaptable en fonction des objectifs du pays et là, bien sûr, de la situation du pays vis-à-vis de la fièvre apteuse. Point par point donc. Le point numéro 1 s'appelle l'analyse de la chaîne de valeur et l'identification des parties prenantes. Alors j'ai pris la liberté de vous mettre sur cette diapositive le modèle que l'on va utiliser dans les futures diapositives, c'est-à-dire un extrait du modèle du plan d'évaluation des risques. Je vous avais dit que c'était un tableau à 6 colonnes, dont les colonnes qui nous intéresseront vraiment est la colonne 2, à savoir les activités qui sont prévues. La colonne 4, les responsables de l'élaboration des activités, donc qui va répondre à la question qui sont les acteurs qui vont réaliser le travail. La colonne 5 est la période prévue pour les activités, donc quand ce travail va-t-il être initié et dans quel délai va-t-il être réalisé. Et la colonne 6, quels sont les problèmes rencontrés et les appuis recherchés. Y a-t-il, donc ça répond à ma troisième question, y a-t-il besoin d'un support extérieur? Donc vous comprendrez que l'on va soumettre ce document, on va soumettre ce modèle aux services vétérinaires qui vont nous exposer quelles sont les activités qu'ils prévoient dans les mois futurs pour élaborer une stratégie de lutte contre la fièvre apteuse. C'est véritablement un plan des actions à mettre en œuvre. Sur ce premier point, l'analyse de la chaîne de valeur et l'identification des parties prenantes, eh bien, ce point a vraiment pour but de connaître l'architecture de l'élevage dans votre pays et comprendre quels peuvent être les flux d'animaux entre les différents partenaires de la chaîne de valeur dans votre pays. Ici, nous, ce sera la chaîne de valeur bovine, ovine, caprine et éventuellement porcine. Vous voyez, je vous ai mis ici un exemple de diagramme de chaîne de valeur qui peut être produit. Ici, de mémoire, c'était pour l'Iran sur les bovins en engraissement. Vous pouvez voir que plusieurs acteurs ont été identifiés. On a des flux directionnels d'animaux et une sectorisation de cette chaîne de valeur qui nous permet de dire que, eh bien, si les flux d'animaux vont principalement vers ce secteur, ce sera ce secteur qui devra être ciblé en particulier pour les actions de lutte. Donc le point 1 était l'analyse de la chaîne de valeur et identification des parties prenantes. Passons au point numéro 2, qui est produire une hypothèse de travail sur la circulation du virus de la fièvre apteuse. Donc, ce point est particulièrement critique puisque on va demander aux services vétérinaires d'élaborer une définition de cas de la fièvre apteuse. La définition de cas de la fièvre apteuse, ce sera l'ensemble des critères cliniques, épidémiologiques, diagnostiques pour une unité épidémiologique, qu'elle soit l'animal, la ferme, le village, pour qu'une unité épidémiologique soit déclarée comme infectée de fièvre apteuse. Également, il va falloir au cours de ce point 2 définir quels sont les acteurs qui vont être impliqués dans la notification d'une maladie et quel va être le flux d'informations euh, de cette notification jusqu'aux preneurs de décision finaux. C'était le point 2, je vais un peu accélérer maintenant. Le point 3 est l'évaluation de l'impact socio-économique de la fièvre apteuse, qui est un point essentiel puisque bien évaluer l'impact social, l'impact économique que la fièvre apteuse a et donner un coût aux mesures de lutte qui peuvent être mises en place dans un pays, c'est ce qui va assurer la bonne tenue d'un programme de lutte dans un pays donné. Donc une fois de plus, on va demander au service vétérinaire de nous dire quelles sont les études qui peuvent être réalisées sur le terrain pour évaluer l'impact socio-économique de la fièvre apteuse. Est-ce qu'il y a une consultation d'experts qui est prévue? Est-ce qu'il y a des projets pilotes qui ont été menés dans différentes régions du pays, etc., etc. Avec à chaque fois répondre à la question qui, quand et y a-t-il besoin d'un support extérieur. Le point 4 est l'identification des souches de fièvre apteuse circulante, et cela a à voir avec euh, effectuer un bon état des lieux de l'environnement laboratoire dans un pays.
Le point 5 est un renforcement de l'environnement. Ce que nous entendons par là, c'est un pont avec l'outil qui a été développé par l'OIE qui s'appelle le PVS, qui vient à objectivement évaluer les performances des services vétérinaires dans un pays. Donc, euh, ce point 5 vient réellement être en complément de l'outil PVS de l'OIE et, on demande aux services vétérinaires de faire en quelque sorte une autocritique sur leur propre capacité. Le point 6 est un point également très important, c'est la coopération régionale et on va demander à chaque pays de témoigner d'une volonté, d'une vision pour coopérer avec les pays de la région et efficacement lutter contre les maladies animales transfrontalières dont la fièvre afteuse fait partie. Tous ces points précités, les 6 points précités, nous permettent d'identifier les points à haut risque dans un pays, c'est-à-dire les périodes à haut risque de circulation de la fièvre afteuse, les secteurs à haut risque euh, donc de subir une circulation de virus de la fièvre afteuse, euh, ou les zones géographiques d'un pays qui serait à haut risque. Donc ce point 7 est une synthèse des 6 premiers points. Et le point 8, comme je vous l'avais dit, euh, aboutit à l'élaboration d'un plan stratégique axé sur les risques qui nous permet de passer de l'étape 1 à l'étape 2. Donc le plan d'évaluation des risques, vous l'aurez compris, est un document, est un plan de bataille. On ne demande pas des résultats en soi lors de l'élaboration du plan d'évaluation des risques, mais bien plus un agenda des activités à réaliser pour élaborer une stratégie nationale de lutte contre la fièvre afteuse. Si jamais vous avez des questions sur sa mise en œuvre, ou si vous avez besoin d'un accompagnement technique, et là je m'oriente plus vers les vétérinaires des services nationaux, n'hésitez vraiment pas à nous contacter sur l'adresse suivante. Une fois le plan, donc du point de vue du pays qui serait en train d'élaborer son plan d'évaluation des risques, donc une fois le plan approuvé par les autorités nationales, en général le CVO du pays correspondant, ce plan est évalué par un comité régional, puis soumis à un comité de travail FAO-OIE sur la fièvre afteuse. Et pour ce faire, nous vous avons communiqué les adresses mail à qui communiquer votre plan d'évaluation des risques. Quand soumettre votre plan d'évaluation des risques? Eh bien, à tout moment, hein, on reste à votre disposition à tout moment pour évaluer votre plan d'évaluation des risques. Mais gardez en tête que lors de feuilles de route régionales, comme la photo qui vous est présentée ici, normalement un pays a un délai de 6 mois avant euh, dans un délai de 6 mois, le pays devrait soumettre son plan d'évaluation des risques lorsqu'il est gratifié d'une étape provisionnelle dans le PCP. Une fois soumis, le plan sera discuté entre le comité de travail FAO-IE et le comité régional par téléconférence et une réponse sera donnée au service vétérinaire sous 2 mois pour décider oui ou non du passage officiel de l'étape 0 à l'étape 1. En conclusion, le plan d'évaluation des risques est un document à produire par les services vétérinaires pour appuyer la candidature d'un pays pour le passage de l'étape 0 à 1 du PCP. Ce processus, vous l'aurez compris, concerne la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il évalue les risques associés à la fièvre afteuse et surtout fixe un agenda des activités à mettre en œuvre. Cette réflexion, et je terminerai par ça, est applicable à d'autres maladies du bétail, donc ce n'est pas un travail qui est uniquement lié à la fièvre afteuse, mais à toutes les calamités infectieuses que peuvent subir le bétail d'Afrique centrale et de l'Ouest, telles que la peste des petits ruminants ou la PPCB. Merci de votre attention, merci de votre assiduité au long de ce cours de formation en ligne. Et je reste à votre disposition. Par mail, vous avez mon mail personnel. Et puis maintenant, si vous avez des questions, des retours d'expérience ou envie d'élaborer un plan d'évaluation des risques pour votre pays. Merci beaucoup. Ok,
Yeah, thank you very much, Etienne, for the very wonderful presentation, and I hope the message is taken home. Merci, Etienne, pour cette belle présentation. J'espère que le message essentiel est déjà pris. Donc, je passe à un autre point de notre agenda, qui est qu'est-ce qu'on doit faire après cette cours de formation. Donc, dans quelques jours, la formation va terminer finalement, mais il y aura le forum de discussion qui peut continuer pour quelques jours, qu'on va vous envoyer les messages par WhatsApp pour voir. Donc, dès que le cours est fini, ceux qui peuvent réussir d'avoir une certaine condition, participer au moins une question, un commentaire sur le forum en ligne et compléter les 7 modules de formation et obtenir une note de 70% ou plus et peut être capable d'avoir une attestation, un certificat de réussite de cette formation. Donc, après la clôture de la session de cours, l'IUFMD a un banc de ressources que tu peux toujours avoir accès pour vous enrichir, pour vous aider dès que tu es en train de faire votre travail. Donc, l'IUFMD a une base de données sur la Raptors pour les recherches, pour des audiences diverses, les vétérinaires officiels des États membres, les vétérinaires praticiens, les techniciens en santé animale, les chercheurs et même les étudiants. Donc, ça suffit seulement de faire une inscription. Les participants peuvent être admis automatiquement dans cette réseau pour avoir accès à ces banques de données. Ou tu peux faire un email à iufmdtraining@fao.com pour avoir un abonnement. Au cas que vous ne voulez plus faire partie de cette souscription, tu peux désabonner automatiquement vous-même. Donc, il est important de rester dans un bon réseau avec les collègues dans d'autres pays. Vous savez, Etienne Chevan vient de souligner l'importance de travailler dans un réseau de différentes régions, dont les acteurs principaux clés qui sont les vétérinaires, les techniciens. C'est important qu'ils soient en contact avec eux pour partager leurs expériences. Donc, il y a un réseau francophone. Donc, les participants seront admis automatiquement au réseau francophone après la session de formation. Mais si vous ne voulez pas, tu peux désabonner vous-même par l'envoi d'un email à iufmdtraining.org, fao.org. Donc, c'est facile. Donc, réseau francophone international pour la contrôle des hereafters. Donc, souvent, il y aura des webinaires de formation, des partages d'expériences et d'informations. Il y a le forum de discussion, ressources en ligne, diffusion d'informations. Juste comme tu viens de faire dans les différents cours, les différents modules qu'on a eu. Donc, il y a la possibilité de rester dans ce réseau francophone pour partager l'expérience. Notre forum de discussion WhatsApp restera actif. Donc, veuillez limiter les discussions aux questions liées à la santé animale uniquement, parce qu'on doit rester professionnel dans cet forum. Donc, maintenant, je peux s'il y a les questions, s'il y a les préoccupations, les participants peuvent présenter ça. Je prends quelques questions. Moi, je voudrais donner les raisons qui font
quand on utilise les désinfections, c'est pas manque d'équipements spécifiques. Donc, c'est pas très très clair. C'est quelle question que je peux prendre ici? Nous qui partageons les zones de pâturage, comment protéger nos animaux? Euh, c'est très important de retenir qu'il y a plusieurs systèmes d'élevage. Ne vois pas seulement le système d'élevage transhumant. Et vous savez que selon ce que la présentation que Étienne vient de présenter, il faut cibler les zones à haut risque, là où l'impact des fièvres aphtoses est le plus important. Donc, il y a certaines zones, là où il y a certaines productions qui est très, très important. On peut appliquer toute cette technique pour le contrôle. Donc, s'il y a un endroit qu'on constate qu'il y a la production laitière est assez importante, les différents services vétérinaires peuvent essayer de protéger cet espace et appliquer toute cette technique pour limiter l'incursion de la fièvre aphteuse à cette production. Si il y a d'autres questions. Peut-être pour revenir sur la question qui font que les raisons qui font que la désinfection est l'outil le plus utilisé entre ségrégation, nettoyage et désinfection, je pense que la raison, elle est assez simple. La désinfection est facile à appliquer parce qu'on achète un produit et que l'action de pulvérisation est facile et marque les esprits. Or, la ségrégation des animaux, la conduite d'élevage demande une réflexion un peu plus en profondeur et certainement voilà, une refonte de la conduite d'élevage un peu plus en profondeur et c'est pour ça qu'elle est moins utilisée que, je dirais, la simple désinfection. Cependant, pour avoir une lutte efficace contre la fièvre afteuse à l'échelle d'un élevage, il faut bel et bien appliquer ces trois grands principes de ségrégation, nettoyage et désinfection. Merci, Monsieur Etienne, Dr. Etienne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je peux clôturer cette séance de cette webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y en a? Je vois les commentaires. La réforme des systèmes élevage bovin est un point déterminant pour initier le contrôle des maladies de bétail en Afrique subsaharienne et de façon généralement. Je suis d'accord avec vous. Euh, euh, S'il vous plaît, l'examen en ligne sera fait quel jour? L'examen en ligne, c'est à votre convenience. C'est pas un jour spécifique. Donc, il faut visiter le site. Chacun peut faire l'évaluation à l'heure qui lui convient. La fièvre aphteuse est une zoonose. Strictement dit, le fièvre aphteuse n'est pas un zoonose dans le sens général, mais la recherche montre qu'il y a certaines personnes qui sont infectées par la fièvre aphteuse, mais on ne peut pas considérer la fièvre aphteuse comme un zoonose. Au plan général, on ne peut pas considérer la fièvre aphteuse comme un zoonose. Donc, s'il n'y a plus de questions, je veux remercier l'équipe de formation, surtout Dr. Nick Lyons, épidémiologiste et responsable de pilier 3, Dr. Étienne Chevan, Dr. Labib Kassimi, spécialiste en diagnostic de laboratoire, Jenny Maud, le responsable de e-learning, Abdou Nasser Bakouri. Je veux remercier Nadia Romic pour tout l'encouragement et tout le support. Beaucoup de remerciements à Chiara Adari et Alessandra Arviti pour la logistique. Et merci à toi, Dr. Willington, pour avoir coordonné tout ce cours avec brio. Merci à tout le monde et au revoir.